Dans le cadre des consultations prébudgétaires fédérales 2023-2024, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, APCHQ, interpelle le gouvernement à agir rapidement en matière d'habitation. L'APCHQ soumet ainsi des mesures concrètes pour faire face aux enjeux de pénurie de logements et d'abordabilité. Marc Hébert a rencontré Paul Cardinal, directeur du service économique pour la APCHQ. Oui, Paul Cardinal, je suis directeur du service économique pour l'APCHQ. D'accord. Alors pour ceux qui sont moins familiers, la PCHQ, c'est quoi exactement? C'est l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Bon, alors on en parle beaucoup parce qu'on a aussi des entrevues avec les maires des municipalités qui nous parlent effectivement de la problématique de la crise du logement, on va l'appeler comme ça. Avant qu'on aille peut-être un peu plus en détail, est-ce que vous pourriez nous faire un constat de la situation pour que les gens aient un peu un regard sur c'est quoi déjà la crise du logement et pourquoi est-ce qu'elle a lieu et c'est quoi si je sais pas si ça peut se chiffrer. Mm-hmm. Oui, ben nous on estime là, qu'il manque au moins 100 000 logements au Québec actuellement. Et selon la SCHL, d'ici 2030, ça pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers de dollars de logements là, qui manquent si on veut ramener l'abordabilité sur le marché. Donc, on part de ce déficit-là qui fait en sorte que ça crée des pressions sur le prix des propriétés pour ceux qui veulent acheter des maisons unifamiliales ou des copropriétés. Et puis du côté du locatif, les taux d'inoccupation bas font en sorte que ça crée des pressions également là, sur les loyers. Donc, tout ça est attribuable au fait là, qu'on n'a probablement pas suffisamment construit au cours des dernières années, d'où toutes ces pressions sur les prix de l'immobilier. Alors pourquoi est-ce on a une crise de logement? Est-ce que c'est parce qu'il y a des mouvements de population ou bien la population augmente? Ça vient de quoi exactement? Ça vient de plusieurs facteurs. Si on se concentre par exemple sur le locatif, il s'en était pas construit beaucoup pendant plusieurs années. Maintenant, depuis quelques années, ça le vent dans les voiles, il s'en construit beaucoup. Malgré tout, ça suffit pas à répondre à la demande pour le moment. La croissance démographique est plus élevée que ce qui avait été anticipé parce que la migration est plus élevée qu'anticipée, et surtout les résidents non permanents, c'est-à-dire les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers qui viennent s'installer ici, ils ont des statuts temporaires, donc par le fait même, ils sont dans une très, 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 très forte proportion d'abord locataires. Donc ça, c'est un phénomène, mais il y a aussi le vieillissement de la population qui fait en sorte là, qu'il y a plus de personnes qui habitent seules ou de ménages sans enfants, des baby boomers, par exemple, dont les enfants ont quitté la maison, qui n'ont plus nécessairement besoin de leur maison unifamiliale en banlieue, décident d'aller vers la location à la place, c'est plus flexible. Et puis le troisième facteur, c'est l'abordabilité, le manque d'abordabilité du marché de l'habitation qui fait en sorte là, que il est à son pire niveau depuis 32 ans, l'abordabilité au Québec, avec la hausse des prix depuis plusieurs années et plus récemment la hausse des taux hypothécaires. Ça devient très difficile pour les jeunes ménages de devenir propriétaires, alors ils restent locataires plus longtemps. D'accord, donc ça concerne aussi bien cette crise pour la location que pour l'achat, en fait, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. C'est certain qu'on parle davantage là, de la crise au niveau des logements locatifs, les taux d'inoccupation qui sont très bas, mais en réalité, il manque également de maisons unifamiliales et de copropriétés. Et il faut pas oublier que si il y avait pas cette rareté-là aussi au niveau des propriétés unifamiliales et des copropriétés, il y aurait moins de pression sur les prix, le marché serait moins à l'avantage des vendeurs et tous ceux qui font le grand mouvement, disons, là, de la location vers l'accession à la propriété, ils libèrent des logements locatifs en conséquence. Donc, ça fait également partie du continuum de la crise du logement. Alors du coup, maintenant qu'on est dans cette crise, concrètement, c'est quoi votre rôle exactement et qu'est-ce que vous faites, vous, avec l'organisme pour déjà pour pallier à ça? J'imagine que c'est un peu une mission aussi que vous avez. Oui, en fait, nous, on représente presque 20 000 entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec. Donc, c'est certain que
l'objectif, c'est de les aider dans leurs objectifs d'affaires, mais c'est pas seulement une question de là n'est pas nécessairement la nature de l'intervention. Là, c'est aussi parce que là, je pense que la société québécoise en a beaucoup besoin. C'est pas juste c'est une question d'abordabilité également, c'est une question d'accessibilité à la propriété aussi, qui est quelque chose qu'on pense là, qui est souhaitable pour la société québécoise. Donc, si on fait rien pour stimuler la construction neuve au cours des prochaines années, ben on va se retrouver avec un déficit qui va se creuser encore et encore. Et au niveau de l'abordabilité, ça ne peut que se détériorer. Donc, il faut trouver une façon d'accélérer le rythme de la construction résidentielle au cours des prochaines années. Et pourquoi alors vous interpellez le gouvernement? Quelle est la part que le gouvernement peut faire dans cette crise du logement? Oui, ben les différents paliers de gouvernement ont des rôles qui peuvent jouer. Premièrement, allons-y avec un incontournable, là, le financement du logement social. C'est au gouvernement supérieur et à l'ensemble des contribuables à financer le logement social et non pas comme certaines municipalités l'ont exigé maintenant, là, de demander aux promoteurs privés d'inclure du logement social ou abordable dans leurs immeubles, pour la simple et bonne raison que si ils sont pas capables de rentabiliser ces unités-là, ben par là, ils vont être obligés de demander un loyer plus élevé ou un prix plus élevé aux autres personnes dans l'immeuble. Donc, on vient subventionner l'abordabilité de certaines personnes en augmentant le prix des autres unités. Et puis, c'est pas une bonne pratique en bout de ligne. Donc, c'est au gouvernement supérieur à mieux financer le logement social et abordable. Remarquez qu'il y a eu quand même pas mal dans les enveloppes budgétaires ont été pas mal augmentées du côté du fédéral au cours des dernières années. Ils ont une stratégie nationale sur le logement, donc pour essayer d'aider de toutes sortes de façons l'offre de logement, y compris pour le logement social et abordable. Il y a un autre écueil, c'est que malheureusement, on dirait que les programmes provinciaux, les programmes fédéraux, parfois il y a des programmes municipaux aussi, on dirait qu'ils ne se parlent pas, ils n'ont pas les mêmes critères, ce qui fait en sorte que on peut pas nécessairement combiner l'aide des différents paliers de gouvernement. Et dans les faits, comme vous le savez probablement, là, ça s'est pas traduit par nécessairement beaucoup de briques et de mortiers, là, les budgets qui ont été accordés, donc ça tarde à lever de terre, malheureusement. Donc ça c'est une chose que le gouvernement peut faire. Deuxième chose, puis là aussi, c'est des deux paliers de gouvernement, dans le fond, le fédéral et le provincial. Il y a des taxes sur les habitations neuves, TPS et TVQ. C'est pas tout le monde qui est conscient de ça, là, mais il y a des taxes de vente. Il y a un mécanisme pour rembourser une partie de cette TPS et de cette TVQ-là, parce que on avait jugé que le logement est un secteur quand même, étant quand même un bien essentiel, on voulait pas trop pénaliser ce secteur-là, sauf que les barèmes qui donnent droit à des remboursements sont rendus complètement désuets en fonction des prix actuels, ce qui fait en sorte que il y a de la TPS et de la TVQ qui s'appliquent sur les logements neufs. Donc ça vient miner l'abordabilité des logements neufs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même aussi dans le logement locatif, il y a des taxes qui s'appliquent. Donc, le locataire les voit pas, mais quand il aménage dans un immeuble neuf, le constructeur a payé des taxes et puis, c'est pour qu'il garde la même rentabilité. Il n'y a pas tellement le choix de la refiler en quelque sorte là, au locataire. Donc, ça vient également avoir un effet néfaste là, sur l'abordabilité dans les logements locatifs. Alors, on demande aux différents paliers de gouvernement de revoir leur barème, de bonifier les remboursements de TPS, TPQ et pourquoi pas complètement l'abolir dans le cas de logements sociaux. Et comment est-ce que le gouvernement répond un peu à cette interpellation-là? Est-ce que vous avez déjà un écho ou comment ça peut se passer par la suite? Ça fait quelques années qu'on
qu'on demande. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu, ça n'a pas fonctionné, mais on pense quand même que le gouvernement est de plus en plus à l'écoute. Là, ils sont de plus en plus conscients qu'il faut vraiment agir rapidement du côté du marché de l'habitation, sinon la pénurie ne fera que s'amplifier. Et on pense là qu'on est sur le point de faire des gains là, de ce côté-là, et c'est le locataire, c'est le futur acheteur de maisons neuves là, qui va en bénéficier avec une plus grande abordabilité. Ça va faire en sorte que les gens vont davantage magasiner pour des propriétés neuves aussi, parce qu'actuellement l'écart de prix entre le neuf et l'existant est tel que les gens magasinent du côté de l'existant. Et sont portés à bouder un petit peu plus les constructions neuves, mais c'est une façon là, en changeant le prix relatif comme ça entre les deux, d'aller aider l'offre de logements neuves. Donc ça, c'est une chose qui peut être faite. Autre chose aussi pour augmenter l'offre, par exemple la SCHL, qui est un organisme qui appartient au gouvernement fédéral, a des programmes pour aider au financement de projets locatifs, aider au niveau du démarrage également. Ce sont en général quand même d'assez de bons programmes, mais il y a juste peut-être certaines bonifications là qui pourraient être faites dans le contexte où les taux d'intérêt viennent d'augmenter beaucoup, en particulier là. Il y a beaucoup de projets locatifs qui sont qui étaient prêts à démarrer, mais avec les coûts de financement qui ont augmenté, la rentabilité n'est plus là, et on les a mis sur la glace, et puis peut-être qu'ils reviendront plus tard lorsque les conditions de financement seront meilleures, mais pour le moment ils sont un peu sur la touche. Alors si on pouvait changer certaines modalités pour permettre à ces projets-là d'avoir des conditions de financement un petit peu plus avantageuses, bien on pourrait d'ores et déjà là, les mettre en chantier. Parce que pour que je comprenne bien, en fait, il y a une conséquence à ça. Si la crise ne s'améliore pas, comme vous disiez, c'est sûr que ça peut aller en augmentant. Ce qui se passe, c'est que les gens vont arrêter d'aller quelque part, ou il faut essayer d'arrêter d'aller vers une direction s'ils avaient un projet de mouvement, s'il y a une crise de logement. Donc j'imagine qu'en fait la conséquence, c'est que les gens vont partir ailleurs, c'est ça, si je comprends bien? Ou bien c'est ça. Si on est déjà dans une ville, on est locataire, il y a peu de disponibilité, on peut même pas décider de magasiner puis d'aller vers un autre logement locatif, ou ça devient la marche pour devenir propriétaire est tellement grande qu'on va devenir locataire. Mais ça m'amène aussi à vous dire qu'il y a une problématique aussi dans plusieurs, en fait, faut pas juste on pense souvent à Montréal, mais il faut penser aussi aux régions. Les taux d'inoccupation des logements locatifs sont plus faibles dans la plupart des régions. Et puis, parfois, il y a des entreprises qui voudraient recruter de la main-d'œuvre. Et puis, non seulement, c'est difficile de recruter de la main-d'œuvre parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Encore faut-il la loger, cette main-d'œuvre-là. Donc, ça devient un enjeu régional aussi, à certains endroits, d'être capable d'attirer et de loger cette main-d'œuvre-là. Puis Gaspé en est un bon exemple d'ailleurs. Là. Il y a un boom au niveau de l'éolien là, du côté de Gaspé, mais le taux d'inoccupation est bas. On va loger, on va attirer des travailleurs, on va les loger où? Donc, ça, c'est un bon exemple, mais ça arrive dans plusieurs régions. Donc, il faut penser à cet enjeu-là aussi pour le développement régional. Puis pour terminer, justement, si on essayait de voir une situation la plus optimiste possible dans l'avenir, de quelle façon vous voyez, ou combien de temps ça peut prendre pour sortir de la crise actuelle et puis d'aller vers quelque chose qui pourrait s'améliorer? Oui, c'est une excellente question dans la mesure où on n'est pas capable tellement de se prononcer là. C'est sûr que c'est pas la construction résidentielle, c'est pas quelque chose ça va être à moyen terme là qu'on va pouvoir avoir des changements. Ça sera pas à court terme, mais parmi les autres enjeux, malheureusement, c'est que même si on voulait demain matin doubler les mises en chantier parce que toutes les conditions sont là, on n'a pas la main d'œuvre pour être capable de doubler le rythme des mises en chantier. On l'a pas non plus dans le secteur de la construction. Donc, il faut en parallèle travailler sur attirer des gens
dans le secteur de la construction, peut-être reconnaître davantage aussi les compétences de travailleurs étrangers pour essayer d'attirer des travailleurs étrangers ici, même si c'est des travailleurs temporaires, ils seraient les bienvenus puisque les entreprises actuellement ont de la difficulté à recruter leur main-d'œuvre et puis à la conserver. On a l'air d'être dans une situation où un peu un cercle vicieux où c'est lequel qui va permettre à l'autre de sortir de là. Ouais, c'est ça. Donc, il faut travailler sur plusieurs choses. Donc là, on a sorti nos recommandations budgétaires fédérales, mais au niveau provincial, on va sortir bientôt les recommandations. Puis là, ça va être davantage entre autres axé sur la pénurie de main-d'œuvre, sur aussi l'allègement réglementaire au niveau de tout ce qui s'appelle l'autorisation des permis. Là, c'est extrêmement long parce que on ajoute des couches réglementaires à chaque année, une de plus, et puis dans certaines municipalités, c'est 5 ans à obtenir un permis, puis ça peut parfois même être plus long. Donc il faut falloir aussi à quelque part essayer d'agir à ce niveau-là. Peut-être aussi une autre des recommandations qu'on va avoir, c'est au niveau des logements accessoires. Est-ce qu'on pourrait être plus permissif pour laisser les gens avoir une garçonnière au sous-sol, avoir un annexe où ils peuvent accueillir un locataire ou leurs parents, donc sous forme de maison intergénérationnelle, même potentiellement, même lorsque le lot est très grand, d'avoir une mini-maison en arrière-cour. C'est des solutions qui soulageraient un petit peu sans tout résoudre, ça soulagerait quand même un petit peu le problème d'offre. Et c'est quelque chose qui est regardé aussi du côté de l'Ontario, par exemple, parce qu'ils ont fait le même constat. En Ontario, ils veulent construire 1,5 million de logements d'ici les 10 prochaines années. Ah, d'accord, parce que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, mais le constat que vous avez fait, il est québécois, pan-canadien? Le 100 000 logements qui manquent, c'est un constat québécois, mais dans la plupart des autres provinces, l'Ontario étant peut-être la province où c'est le plus critique, là, selon les études de la SCHL, encore une fois, là, c'est un enjeu qui est très important, qui a donné lieu à une commission, enfin un comité, là, une étude qui a été faite commandée par le gouvernement Ford avec des mesures très concrètes là, qui commencent à être mises en place, mais c'est certain que tout sera pas retenu. Il y a toujours aussi beaucoup de mesures qui concernent les municipalités. Alors, il faut respecter l'autonomie municipale dans tout ça, mais il y a beaucoup d'enjeux à discuter. En tout cas, Paul Cardinal, merci beaucoup pour votre temps et puis l'éclaircissement à ce sujet. Ça m'a fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.